au taux de la prise en charge des artistes. Oui. Mais au point de départ, le temps de préparation d'un spectacle, Oui. s'il n'y a pas de financement, de préfinancement d'un spectacle, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Bien. Donc, si on veut préserver la culture, on est obligé de passer par un système de subventionnement. Oui. Alors, ceux qui font la culture, les arts, les artistes, vous avez vu, ils sont dans une... Souvent, ils finissent leur vie dans une précarité incroyable. Hein? On a vu de grands artistes ici. C'est terrible. Finir leur vie de manière atroce. C'est le problème de la précarité des artistes dont vous venez de parler, à laquelle l'UNESCO réfléchit. Je me sens particulièrement émue parce que je repense à des personnes que j'ai connues. Oui. On peut citer personnes, mais enfin, oui. Et des artistes de grand talent. Oui. Je pense, voilà. Oui, ils sont assez nombreux. Je pense aux artistes plasticiens qui maintenant se retrouvent confinés entre deux bâtiments, dans des conditions terribles. Le village des Arts notamment. Ça me crève le cœur. Ne pas respecter ces artistes, c'est simplement de l'idiotie de la part des gouvernements, tous compris, parce que c'est un manque de vision. Parce que si on n'aide pas les artistes, en fait, on tue l'âme du peuple. Les artistes sont les créateurs d'âme, dégagent un espace de beauté, de transcendance. Alors si on ne donne pas ce poids aux artistes, il n'y a aucun problème. Mais là, on arrive du coup à un repli identitaire, à des dérives sectaires qui peuvent ensuite être un petit peu dangereuses à mon avis. Alors, qu'est-ce qui se passe là? C'est un échec des politiques culturelles, c'est un manque de volonté politique. Qu'est-ce qui fait que, pensez-vous, Nathalie Favre, que la culture n'est pas de manière volontariste prise en charge? Je pense qu'il y a de façon évidente, il y a des oligarchies en place. Le monde politique est fait de réseaux et d'élites, de gens qui s'intéressent aujourd'hui, et je parle dans le monde entier, très souvent beaucoup plus à leur propre nombril et à leur propre carrière au bien-être de leur peuple. Je pense que le temps des altruistes, des Sankara, des Senghor, des De Gaulle, même si je ne suis pas gaulliste, mais le temps des gens intègres et altruistes en politique est dévolu, est révolu. Oui, c'est cela. Et je pense que ce manque de vision fait que les politiques dans le monde entier, et vraiment pour avoir vécu sur 3 continents, j'observe la même chose, en Allemagne, en France, au Canada, aux États-Unis, j'observe la même chose. Le temps de l'altruisme n'est plus là, on est au temps des échéances électorales. Oui. Autrement dit, un président va faire de la démagogie pour se faire réélire, et un autre président va faire de la démagogie pour se faire réélire. Et la démagogie, ça commence par dire, allez, on va supprimer toutes les dépenses excessives et superflues. Et comme ils ont des conseillers qui leur disent, oh, la culture, c'est superflu, voilà ce qui se passe. Ils coupent. Et c'est vraiment, ils ne se rendent même pas compte qu'en réalité, ils se contentent de suivre des stratégies qui ont été vraiment les stratégies mises en place par les politiques d'ajustement structurel, la Banque mondiale, le FMI, que ces stratégies établies par des comptables qui ont des chiffres et des colonnes de chiffres plus ou moins égales, et que ces gens n'ont pas réalisé l'impact sociétal. Et aujourd'hui, du côté du FMI, j'ai entendu un discours de Christine Lagarde sur justement l'importance des arts et de la culture, et je me suis dit, ah, nous y voilà. Donc après tant de dégâts, ils sont en train de faire marche arrière. Aujourd'hui, l'Union européenne se rend compte qu'il faut absolument privilégier les arts et la culture. Donc, il y a un double discours. Maintenant, la paupérisation, c'est pas seulement politique. Aujourd'hui, il y a des monopoles qui s'installent. Aujourd'hui, le monopole des sociétés de communication est extrêmement dangereux. Les accords Union européenne, États-Unis, Canada sont extrêmement néfastes aux artistes. Autrement dit, les artistes qui diffusent toutes leurs œuvres sur Internet sont de plus en plus spoliés par des géants des géants de... Vous pensez que l'Internet porte tort aux artistes? Aujourd'hui, plus que jamais. Ah oui? Oui.
Alors, je ne suis pas une spécialiste de la question, mais pour Oui. avoir assisté à des colloques de gens extrêmement brillants, aujourd'hui en particulier à cause des accords États-Unis, Canada, Union européenne, on a des axes de distribution qui sont en train de squeezer complètement la distribution, notamment de musique, de films et de tout contenu par Internet. Ouais. Aujourd'hui, c'est les service providers, je ne sais plus le nom en français, pardon, qui sont les maîtres du monde. Et oui, nous sommes à une époque où l'Union européenne est en train de signer des accords désastreux par rapport à la protection non seulement de l'Europe, mais par les accords Union européenne, ACP, ça touche aussi l'Afrique. Oui, ça touche l'Afrique, évidemment, et puis c'est un des méfaits de la mondialisation. Tout à fait. Évidemment. Donc Internet est un outil de création que les artistes apprécient, mais les artistes ont besoin d'être protégés et les États ne protègent pas les artistes. Et en grande partie parce qu'ils sont totalement dans l'ignorance. Et pour avoir discuté avec des gens dans plusieurs ministères de la culture, les employés les fonctionnaires qui travaillent dans les différents ministères de la culture ne comprennent rien du tout à ce qui se passe au niveau de la circulation des biens et des produits culturels sur Internet, et ça aboutit à un laisser-faire aberrant qui met à risque tout le contenu de la diversité culturelle. C'est-à-dire que le contenu de la musique sénégalaise, aujourd'hui, en gros, n'appartient plus au Sénégal, mais appartient à ses distributeurs. Et oui, c'est ça. Ses diffuseurs. Oui. C'est affolant. Oui. C'est affolant. Et je crois que là, j'engage vraiment les personnes qui nous écoutent à se pencher sur cette question, parce que sans diversité culturelle, sans création, sans beauté, sans affirmation de qui on est, le monde serait triste. Le monde serait bien triste. Ouais. C'est triste à mourir. Triste à mourir, c'est ce que Senghor nous dit quand il nous parle vraiment d'un enracinement pour une ouverture vers l'universel. Oui, nous allons en parler parce que vous avez un film sur la négritude. Mais avant cela, je voudrais qu'on parle un peu de la francophonie. Alors, pour vous, défense, illustration du français, évidemment, pense son sens particulier au Canada. Vous avez parlé de cette sauver des villages qui risquaient de perdre leur caractère francophone, mais surtout l'aspect dramatique de cette question-là a été ce peuple métis dont vous avez parlé. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, sans entrer dans le fond. Oui, donc le Canada, très souvent les francophones pensent au Québec. Oui. Alors le Québec, c'est une petite province dans une immensité pratiquement grande comme un continent, pratiquement. Et cette immensité, elle est essentiellement anglophone, ce qu'on oublie souvent. Et dans cette immensité, parce qu'il y a eu, en 1650, dans ces années-là, il y a eu beaucoup d'aventuriers qui étaient souvent les derniers des lignées aristocratiques et qui, bon, finalement, entre la noblesse d'Europe d'été, ils préféraient tenter l'aventure au Nouveau Monde. Et donc, ils partaient, ces pionniers français. Et beaucoup d'entre eux se sont mariés avec des Indiennes, comme il y avait ici en Afrique à la mode du pays, donc des mariages plus ou moins consacrés par l'Église, mais bon, disons tolérés. Et donc ils se mariaient à la mode du pays, mais leur foyer était quand même consacré, enfin ils étaient quand même dans les normes. Et ces gens-là donc ont créé un peuple, une nation, qui est la nation métisse. Oui. Ensuite sont arrivés, donc il y a les métis, et puis il y a d'autres pionniers qui, eux, ne se sont pas métissés et qui sont restés des pionniers francophones, français. Est arrivé, il y a 150 ans, une guerre qui a été... L'histoire du Canada est beaucoup plus violente que l'image qui ressort souvent du Canada. Une guerre terrible qui a été essentiellement la plaine d'Abraham au Québec. Bref, les Anglais ont gagné, les Français ont perdu, ce que les Français n'aiment pas dire, et les Français ont pu négocier quand même un petit morceau qu'on appelle aujourd'hui le Québec, la Nouvelle-France. Et encore pas tout à fait l'ensemble du Québec, enfin, bref. Donc, il y a les francophones, les anglophones et les métis. Et les Premières Nations, donc les autochtones, les Amérindiens, qui sont les premiers habitants de ce pays. Alors, au niveau des francophones,
la plupart sont restés au Québec, mais certains étaient déjà partis s'installer dans l'Ouest canadien, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba. Et au Manitoba, il y a eu une tragédie sanglante. Enfin, au Manitoba et en Saskatchewan, donc dans les prairies de l'Ouest. Vous vous souvenez sans doute de la petite maison dans la prairie, mais c'est pratiquement la même chose. C'est au Dakota, c'est à côté. Donc ces grandes immensités totalement sauvages, les gens étaient pauvres et ils ne voulaient pas s'occuper de politique. Donc ils ont été plus ou moins tolérés et il y a eu des poches de francophonie dans toutes les provinces canadiennes. Et cette francophonie canadienne, ça donne les Fransaskois. Vous avez déjà entendu ça, les Fransaskois? En Saskatchewan, les Franco-Manitobains au Manitoba, les Franco-Ontariens, mais il y avait aussi les Acadiens qui ont été massacrés dans les maritimes, etc. Donc ces poches de francophonie, moi personnellement, mon premier travail à l'Institut français de l'Université de Regina, c'était d'empêcher la disparition de ces minorités francophones. Donc je vous racontais comme anecdote que je faisais 8 heures de route pour essayer de sauver la francophonie dans un village de 20 habitants. Et ils étaient tellement heureux d'être informés. Les sauver comment Sauver, mais les informer parce qu'il y avait eu quand même un vrai lobbying des francophones, donc de la minorité en milieu anglophone. Donc il y avait de plus en plus de services de santé en français. Donc on leur disait, quand vous voulez vous faire soigner à l'hôpital, exigez des services en français. Oui. Quand vous allez faire vos papiers, faites vos procédures en français. Et on les informait sur les écoles, les possibilités de plus en plus de scolarisation. Et donc ces gens étaient très heureux. Et au sein du campus, j'ai monté une programmation socio-culturelle avec l'aval d'un directeur extraordinaire, très visionnaire. Et donc, on a mis en place des ateliers de musique, de théâtre, de chant, de danse. Et c'était une francophonie qui vivait malgré le fait que c'était une francophonie entourée de 400-450 millions d'anglophones. Alors, c'est ça que vous indiquez. Alors, vous dites la francophonie, vous dites même l'exil, tout ça, vous dites qu'il y a c'est une question identitaire, et vous dites que ne pas être déraciné avec des identités superposées, vous indiquez un peu cela, et que vous dites que réaliser des identités compatibles pour un dialogue interculturel, justement, qui est important. Wow, Sada, vous... Hein? Là, je ne sais plus quel bout le prendre. L'identité, c'est une question de vie, c'est une question très complexe pour des gens comme nous, qui voyageons, qui possédons plusieurs cultures. On peut avoir plusieurs cultures superposées qui vont ensuite interagir entre elles. Oui. Et donc, ça donne le métissage culturel dont parlait Senghor. Donc, s'enraciner pour une ouverture, c'est aussi trouver exactement la formule qui fonctionne. Personnellement, pour avoir passé tellement d'années, beaucoup plus d'années en dehors de la France qu'en France, je me sens pas trop française. Et pour autant, je suis très française et particulièrement mon accent fait que dès que j'ouvre la bouche dans toute la francophonie, même en anglais, on me dit « tu es française ». Mais en réalité, je suis complètement déconnectée par rapport à la France. Quand je suis au Sénégal, je me retrouve beaucoup plus. On peut dire déraciné dans ce cas-là? Alors, en fait, on peut se sentir déraciné. Et ensuite, je pense qu'il y a un travail de prise en charge et qui nous permet d'assumer. Et donc, on assume, et on se dit, allez, on va essayer de faire un joli petit mélange d'identité, une mosaïque culturelle, et puis on en fait un étendard. Et ce que je suis en train de faire sur votre plateau, Sada. Oui. Alors, est-ce que on peut déraciner? Est-ce que vous avez fait un film sur la négritude? Je l'ai vu, c'est un très bon film. Vous allez le projeter à Dakar, et vous le projetez lundi. Mais dimanche ou lundi? Dimanche. Dimanche, très bien. Alors, mais Nathalie, ce film, cette négritude, qu'est-ce qui vous a poussé à le produire? Est-ce que justement c'est ce questionnement sur l'enracinement, sur l'identité, qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette négritude qui est quand même, Senghor prône l'enracinement du nègre dans ses valeurs, hein?
Il dit la négritude, c'est l'ensemble de valeurs des civilisations du monde noir. Du monde noir.